Istiana bara Robin Witiano zan Fatena titkove Samanaik futsniane Istiana bara Robin Setenanduan yan Iznefa tsimanda Fatomana katrane Nifanyawan eterni Wela sanom ni fun. On l'appelle l'île rouge à cause de la couleur de sa terre. Mais à vrai dire, Madagascar n'est pas seulement une île. C'est un véritable petit continent. Mélange subtil d'Afrique et d'Asie, cette île de rêve est grande comme la France, la Belgique et le Luxembourg réunis. Mais Madagascar, c'est surtout une terre, indissociable des gens qui, des hauts plateaux à la mer, courbent en permanence l'échine au sein de régions pleinement nourricières. La grande île est synonyme de diversité. Les pentes de sa côte orientale présentent une luxuriance tropicale. Le sud est semi-aride, l'ouest, à peu près vide d'hommes, possède d'immenses savanes. Et au centre, dans des montagnes plantées d'eucalyptus, des hommes industrieux ont créé une multitude de rizières. Un tel kaléidoscope offre non seulement une variété de productions tropicales, mais aussi toutes les possibilités des régions tempérées. Les potentialités minières ne sont pas négligeables. Le chrome est abondant, le charbon existe, et il y aurait même du pétrole à grande profondeur. On se demande pourquoi une terre aussi douée en ressources naturelles et humaines figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Certains avancent qu'une des principales raisons serait que les ressources ne suivent pas la croissance démographique. Un paradoxe incroyable dans un pays où il y a tant d'espace. Ruelles pavées et pentues où s'accrochent de jolies maisons aux balcons de bois. Antananarivo, la capitale malgache, est une ville incontournable. Oscillant entre 1240 et 1470 mètres d'altitude, c'est un lieu de passage obligé et surtout le point de départ entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Souvent victime d'une nature qui reprend ses droits sur les agencements de l'homme, cette ville reste foncièrement campagnarde. Les rizières gardent toujours les limites de la ville et chaque quartier fonctionne comme un petit village avec ses marchés et ses charrettes à zébus. Malgré un urbanisme chaotique, victime d'une trop rapide démesure, la ville a su conserver une dimension humaine. Il y a peu de gratte-ciel, mais de nombreuses maisons à 1 ou 2 étages, construites de briques rouges des hauts plateaux. Mais Tana, comme on la surnomme, ressemble à une cité médiévale, avec sa cour des miracles et son lot de petits princes, entendez par là, riches commerçants. La ville a connu un essor démographique fulgurant. De moins de 50 000 habitants au début du XXe siècle, elle avoisine maintenant les 2 millions. Une croissance urbaine qui semble inéluctable, comme dans la plupart des pays du tiers-monde. Située au centre de la grande île, Tana est un peu le cœur de l'histoire du pays, mais c'est surtout le reflet de l'âme malgache. Une âme qui se traduit par le mélange de peuples venus d'Extrême-Orient, d'Afrique, d'Inde, d'Arabie, d'Europe, et qui ont créé une civilisation unique née de ces métissages. La société pluriculturelle malgache, un véritable casse-tête ethnologique, un puzzle complexe d'origines et de souches mêlées. L'histoire même de la grande île est source de mélange. Migrations successives de vagues d'arrivants du littoral vers le centre, mouvements de population dus aux guerres entre tribus, déplacement de villages entiers vers de nouvelles terres inhabitées et autres conséquences du Far West malgache. Une fusion des races pour un peuple qui depuis toujours a la bougeotte. Pourtant, les distinctions locales existent bel et bien à Madagascar.
Il y aurait 18 peuples pour une seule nation, 18 Karazabé, littéralement grande race reconnue dans le pays. Parler de race ou de tribu est en fait abusif, puisque ces termes supposent une origine commune qui n'existe pas dans le cas présent. Il serait plus juste de parler de groupes ethniques, plus géographiques et culturels qu'anthropologiques. Nous sommes à Tsifota, un village de la côte sud-ouest situé dans une zone semi-désertique à environ 1000 km de la capitale. Sur cette frange du littoral malgache vivent les Veizo, des pêcheurs nomades. Et c'est bien le nomadisme qui distingue les Veizo des autres ethnies malgaches. Je m'appelle Loda Christophe. J'ai 33 ans et j'habite depuis toujours le village de Tsifota. Je suis marié et j'ai 6 enfants. Je suis Veizo. Donc mon travail est de pêcher. La différence entre les Veizo et les 17 autres ethnies de Madagascar est fondamentale pour nous. Les Veizo connaissent parfaitement la mer. Les autres ethnies, autres que les Veizo, ne savent que cultiver. De plus, nous sommes les derniers véritables nomades de l'île. Pendant la saison sèche, il nous arrive de partir plusieurs mois avec nos familles vers des zones plus poissonneuses. L'après-midi d'une journée sans surprise s'achève. Journée organisée comme toutes les autres, sur un même schéma, quand la famille se trouve au village. Car généralement, d'avril à décembre, les Veizo font des escapades en haute mer. Durant quelques jours ou plusieurs semaines, ils campent en famille sur une plage ou un îlot désert. Pendant ces périodes, la voile et le mât des pirogues servent à confectionner un habitat provisoire. Dans la vie traditionnelle des Veizo, hommes, femmes et enfants ont leurs responsabilités propres que tout le monde assume parfaitement. Les femmes s'occupent du foyer et chassent le poulpe à marée basse. Les enfants font leur apprentissage autour de la mer et les hommes pêchent. Andau rasa tapauza yevite Andau rasa yikiupakela jo Nilazia na fatika mianda we Nilazia na fatina izale Nilazia na fatika wita kwe Nilazia na fatika tanawe
tandremo nefa fahomazanao ny lalana ombako sarotre zay afara mikatsy fantatro efa onono ankanapatre fandrao ianao tonga nenine iantso mamatsasadalano rabe aia dale mipetrake io tsy fikirano ra matavotre. Il est à peine 5 heures sur la plage de Tsifota et une activité très intense bat déjà son plein dans ces maisons construites de végétal. Ici, le soleil, le vent et la mer, présence immuable et pourtant vivante, conditionnent le déroulement de la vie quotidienne. Il n'y a pas de route, on se déplace à bord de pirogues silencieuses poussées par le vent, en respectant surtout l'horaire des marées. Il semblerait d'ailleurs que la dénomination de Veizo soit une déclinaison de Mivei Isao, terme malgache qui dans toute sa simplicité veut dire manier la rame. Si l'on approfondit, on constate que les Veizo ne sont pas tout à fait une ethnie. Tout malgache peut devenir Veizo. Il suffit simplement d'exploiter le produit de la mer et surtout de savoir diriger cette fameuse pirogue taillée dans le tronc d'un seul arbre. Dans le carré de la maison de Christophe, chacun vaque aux charges quotidiennes en se partageant les différentes tâches. Francine, son épouse, assume l'aspect ménager, tandis que Christophe, avant de partir en mer, s'occupe des enfants. Christophe, après avoir récupéré ses filets, se prépare avec 2 de ses compagnons à partir, comme chaque matin, dans les zones de pêche propres à ce moment de l'année. Peu de richesses affichées dans ce village. Comme dans toutes les cultures nomades, on préfère l'être à l'avoir. Le vrai nomade est pauvre. Il ne peut posséder que ce qui est strictement nécessaire à sa subsistance. Tout ce qui est superflu gênerait sa mobilité. C'est une pauvreté acceptée et même revendiquée. Ici, à Tsifota, on refuse par exemple les techniques de pêche modernes qui mettraient en péril l'équilibre du milieu. De la vie de tous, la seule vraie richesse des familles, ce sont les enfants. En ce moment, on part vers 7 heures tous les matins et on revient vers 10 heures quand la marée baisse. Il y a beaucoup de vent cette saison, ce qui rend la pêche très difficile. Mais il est nécessaire de partir quand même, sinon de quoi vivrions-nous? Le poisson est essentiel. Ici, nous ne cultivons rien. Cela ne fait d'ailleurs pas partie de nos traditions et le sol ne s'y prête pas. Les enfants Veizo apprennent très tôt dans les eaux du lagon le maniement de la pirogue. Avec de simples jouets ou des modèles réduits pour les adolescents,
il s'initie au flotteur balancier et à la voile rectangulaire. La pirogue à balancier, le Lanka Piarana, est l'embarcation traditionnelle Veizo. Pagaie et voile en sont les systèmes de propulsion. Ces pirogues n'ont pas de gouvernail. C'est la pagaie qui le remplace quand on navigue à la voile. La technique de pêche utilisée aujourd'hui est simple et rudimentaire. On part généralement à 3, et après avoir jeté le filet à la mer, un des pêcheurs s'occupe de diriger l'embarcation. Un autre, muni d'un masque de plongée, traque les bancs de poissons pour les diriger vers les mailles du filet, et le dernier frappe l'eau à l'aide d'une rame. L'océan, les dunes sableuses et les estrans coralliens forment l'espace où vivent les Veizo. Même si la plupart des populations du littoral malgache pratiquent une pêche de subsistance, seuls les Veizo ont de tout temps vécu pour et par la mer. Ils continuent de préserver les traditions qui, depuis toujours, les lient fortement à cet espace. 70 km plus au sud, la ville de Tuléar ou Toliara, terminus de la RN7, qui prend ses origines à Tana et qui se jette ici dans la mer au niveau du tropique du Capricorne. L'existence officielle de cette ville ne commença qu'en 1897, quand Gallieni, gouverneur de Madagascar, y ordonna le transfert des services administratifs français. Tuléar ou Toliara, c'est d'abord un merveilleux lagon face à l'Afrique, dans le canal du Mozambique, qui à près de 1000 km de Tana donne une teinte supplémentaire à cette ville qui éclate de lumière. Son origine est liée à une amusante anecdote, même si son authenticité reste discutable. Un étranger qui allait y débarquer demanda à un piroguier Veizo le nom de l'endroit. Le piroguier, qui aurait mal compris la question, lui répondit « Tolieroa », qui en malgache veut dire « mouiller là-bas ». De là serait venu le nom de Toliara. Mais Tuléar, c'est aussi et surtout un port. Par son insularité, Madagascar a un destin maritime qu'incarnent ses populations côtières qui, telles les Veizo, communient depuis les temps immémoriaux avec l'univers de l'océan. Ils sont aussi des charpentiers chevronnés et des marins endurants. Ces nomades de mer ont également adopté la goélette à gréement aurique, introduite par les Européens au XIXe siècle.
Je m'appelle Eric, j'ai 28 ans, je suis le capitaine de ce bateau et mon travail est de naviguer avec les boutres comme le faisaient mes ancêtres dans la pure tradition Vaizo. Nous transportons toutes sortes de marchandises de Tuléar à Morondave, à 100 km d'ici, et parfois jusqu'au nord, à Majanga ou à l'île de Nosibé. Eric et son équipage arrivent de Morondave et viennent ici chercher quelques tonnes de fret qu'ils devront acheminer dans les prochains jours vers Nosibé. Compte tenu du mauvais état des routes sur cette côte ouest et du faible développement des voies ferrées, l'acheminement des marchandises se fait essentiellement par voie maritime. Dans les petits ports de cabotage, la flotte de ces voiliers assure l'essentiel du trafic. On s'apprête à débarquer vers Tuléar et à attendre l'arrivée du précieux chargement. Tuléar s'est développé dans la basse plaine du Fier-Enan, fleuve capricieux qui fit et défie la ville. Cet ancien comptoir colonial s'est émancipé en accueillant toutes les populations de la région. Veizo, Masokoro, Maafali, Antandroy et d'autres, venus de contrées plus lointaines, comme les Betsileo et les Mérines, ou encore d'au-delà des mers, comme les Karanes, la minorité indienne. De la relative modernité de la ville découle un urbanisme sans grâce, fait de grandes avenues bordées de tamariniers, de flamboyants et de bâtisses récentes sans caractère. Ici, en cette cité, le soleil est dur, la poussière racle la gorge et le vent est parfois très brûlant, tropique du Capricorne oblige. De ce caractère excessif de la nature naît une certaine forme de beauté, âpre et violente, qui conditionne la vie de la population. Aux heures chaudes, les habitants de la ville préfèrent la fraîcheur de leur demeure. Mais quand le soleil décline, la vie regagne les trottoirs. Derrière les grands boulevards, autour de petites ruelles de sable, les quartiers-villages se réaniment. Au sein des marchés d'abord, où l'animation, les couleurs et les senteurs évoquent tout à la fois la rue africaine et les souks orientaux. C'est le lieu par excellence où l'on prend le temps d'apprécier la richesse du jardin malgache, qui produit d'innombrables variétés de fruits et de légumes. Pour les habitants de Tuléar, comme partout sur la grande île, au plaisir d'acheter se conjugue, comme le veut la coutume, celui de marchander. Marchander pour tout, pour les vêtements, la vannerie, les produits de première nécessité, mais aussi et surtout pour la nourriture, celle qui va agrémenter les 3 repas quotidiens qui généralement sont à base de riz. Je suis le riz et tu es l'eau. On ne se quitte pas dans les champs, on ne se sépare pas dans les villages. Et chaque fois que nous nous retrouvons, c'est entre nous un amour nouveau, dit un proverbe malgache. À Madagascar, du riz on en trouve partout, ce qui est loin d'être le cas pour l'eau, surtout en cette région semi-désertique. Alors les marchés servent aussi, puisque des bornes s'y trouvent, à se réapprovisionner de cet élément vital. Sur le port, en retrait de la ville et à l'abri de ses humeurs, Eric et son équipage vont commencer l'embarquement du fret qu'ils devront acheminer vers Nosibé. Une chance pour eux, car les cargos qui approvisionnent Tuléar font rarement preuve d'exactitude. Mais aujourd'hui, l'exception était de règle. Et si Zanahari, le dieu parfumé des Malgaches, le veut bien, ils appareilleront dès demain aux aurores. Mais avant, il faut faire preuve de vigueur et embarquer une énorme quantité de sacs dans les soutes de la goélette, dans les soutes de ce surprenant ouvrage qui est fabriqué sans machine et uniquement de la main de l'homme.
Ce type de bateau requiert au moins 6 mois de travail. Une fois réunis la main-d'œuvre, les matériaux et les capitaux nécessaires, ce qui, soit dit en passant, peut ici parfois prendre 10 ans. Avec un rabot, une herminette, un serre-joint, une hache et une équerre, le charpentier de marine Veizo peut construire des navires de plus de 100 tonneaux, qui 10 ou 20 ans durant, parfois plus, rouleront fièrement leur ventre sur l'océan. « 30 tonnes de fret, plus précisément de l'engrais, vont être aujourd'hui embarquées par Eric et ses 8 hommes d'équipage. Plusieurs heures vont être nécessaires, à raison de sacs de 50 kg, pour acheminer en soute la totalité du chargement. Tout est embarqué. Il ne reste plus qu'à patienter et attendre le lendemain, à l'heure où la marée sera propice au départ. Tranquillement, la vie s'organise à bord. La patience est une des vertus nécessaires à l'accomplissement des tâches de ces navigateurs. Ils attendent souvent plusieurs semaines dans le port de Tuléar. Le fret acheminé par les cargos tarde parfois à arriver. Il est à peine 5 heures et la vie s'active à bord. Chacun répète naturellement les gestes enseignés depuis sa plus tendre enfance. Sur ces goélettes, il n'y a pas de moteur. C'est la levée d'ancre, jetée avant d'accoster, qui va permettre à l'embarcation de sortir du port. La tâche peut parfois être très longue, surtout dans des ports desservis par de gros cargos, comme ici à Tuléar. Après, on hissera les voiles, seul élément de propulsion de ces rudimentaires gréements.
Les goélettes sont pilotées par des hommes du vent qui savent appréhender les caprices et la violence de l'océan. Ils ont d'ailleurs une connaissance empirique de la mer. Le sens marin prime sur les instruments de navigation. C'est préférable, il n'y en a pas. Mais il y a peu d'accidents. La preuve en est, sur toute cette côte ouest, abritée sous le vent et pourvue de nombreux ports, les goélettes se livrent à un intense cabotage aux côtés des boutres d'origine indo-arabe. Ces voiliers font partie intégrante de la culture et de l'économie Veizo. Seul maître à bord après Zanahari, le dieu tout-puissant des Malgaches, le capitaine choisit les caps et dirige chaque opération. Pour avoir écouté la mer, l'avoir sentie et observée, il la connaît aussi bien qu'un paysan connaît sa terre. Ce savoir se transmet de père en fils depuis bien des générations. C'est mon père qui m'a appris à naviguer dès l'âge de 8 ans. J'ai commencé à l'accompagner partout. C'est lui qui m'a non seulement appris le maniement du bateau, mais aussi à entrer dans les différents ports où j'accoste aujourd'hui. Mon père m'a formé jusqu'à l'âge de 24 ans et depuis seulement 4 années, je navigue seul, comme capitaine. Dans la tradition Veizo, la goélette assure le prestige social de son propriétaire. Sa construction est entourée de rites destinés à assurer la bénédiction de Zanahari et des ancêtres, garants de la solidité et de la longévité du bateau. Mais les rituels ne s'arrêtent pas là. Chez nous, à Bello-sur-Mer, les enfants dès l'âge de 5 ans jouent au petit boutre. Ils s'initient au maniement du bateau. Ils apprennent chaque pièce, chaque cordage, et c'est à partir de là, de cet apprentissage culturel, que les enfants deviennent marins. Après, nous pouvons sans aucun souci naviguer. C'est comme cela que mes marins et moi-même avons d'abord appris. Il faudra entre 7 et 10 jours de navigation non-stop à Eric et à son équipage pour rallier Nosibé. Une fois sur place, si Zanahari est de leur côté, un nouveau fret sera embarqué. « 200 km au nord de Tuléar, sur la RN7 et en bordure du parc naturel de l'Isalo, on traverse un endroit où l'insolite est à la mesure, ou plutôt à la démesure du lieu. Il y a 5 ans seulement, c'était cela, une vingtaine de huttes de ce type. Désormais, c'est ça. Ilakak, une ville champignon qui a grandi trop vite. Des milliers de personnes ont fui des conditions précaires et sont venues d'un peu partout s'agglutiner ici. Résultat, une cité foisonnante mais peu engageante. Il serait désormais plus de 100 000 à vivre ici. Fort de cet exode, les commerces sont aussi poussés comme des champignons. Des boutiques bien achalandées, mais qui peinent à trouver leur rentabilité. La raison de cette massive concentration? Ça, l'Eldorado, le rêve malgache à l'état pur, le saphir. Peu pourtant s'enrichissent. Les collecteurs de la rue principale, certainement. Des vasas, entendez par là étrangers. Les collecteurs malgaches ou africains, eux, occupent les axes secondaires et ne récupèrent, faute de liquidité, que les miettes du rêve. Dans la profondeur des ruelles vivent chercheurs et familles. À longueur de journée, ils creusent, grattent et tamisent. Comment tout est arrivé? La légende qui court veut que dans les années 90, dans ce petit village de 500 âmes, des paysans étaient en contact avec un vasa, un étranger.
Il venait régulièrement acheter, à bas prix bien sûr, les différentes pierres que les villageois trouvaient. Au fil du temps, ils se sont aperçus que cet homme affichait de plus en plus des signes évidents de richesse. Les paysans se seraient regroupés, auraient récupéré quelques échantillons de pierres et seraient partis voir un spécialiste qui les aurait examinés au cours d'une émission à la radio nationale malgache. La suite, on la connaît. Des milliers de gens, en 1998, vinrent avec famille de tout le pays s'installer ici. C'est l'histoire de cet homme de 56 ans, père de 9 enfants et grand-père de 11 petits-enfants, pour qui le rêve était en marche. Je suis Nicolas et j'ai arrêté l'école lorsque j'ai eu mon BEPC. Mes parents ne pouvaient plus supporter le coût de mes études. J'avais un bon job avant de venir ici. Je travaillais pour une ONG dans le sud du pays. J'ai entendu, comme tous ces gens ici, que l'on pouvait, grâce au saphir, avoir une chance, améliorer sa condition sociale. J'ai tout laissé, tout vendu, et nous sommes venus nous installer ici. Toute la famille s'est réparti les tâches. Chacun a pris ses responsabilités. Les hommes m'ont assisté, et les femmes ont continué de s'occuper de la maison et des enfants. Tout ça pour le saphir. L'État laisse libre toute concession. Les seules mesures prises sont une interdiction formelle, sous peine de très forte amende, de creuser dans le parc de l'Isalo. Et il n'y a pas si longtemps, un empêchement de vote pour les récentes élections. La ville, administrativement, n'existe pas. Alors, rêve ou réalité, le sol est-il si riche que certains peuvent le prétendre? En tout cas, eux le croient. Ils creusent, et de plus en plus profond. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais un peu d'argent en poche, mes économies. On a acheté du matériel et quelques saphirs, mais ça n'a pas marché. On ne connaissait rien du tout et surtout, on était incapable de distinguer les pierres. On a tout perdu. Fin 99, on a gagné un peu d'argent, ce qui nous a encouragés à rester. On s'est réorganisé, on a embauché du personnel que l'on a hébergé. Pas de chance à nouveau, et surtout, manque de fonds. J'ai encore tout perdu. Mais des collecteurs étrangers m'ont remarqué. Ils m'ont aidé, ont pris matériel et famille en charge, mais ils avaient la primeur des pierres. J'en ai trouvé quelques-unes, mais ils m'ont peu payé. Aujourd'hui, je me retrouve à la case départ, tout est à refaire. Mais tant pis, je reste. On va se réorganiser à nouveau, acheter une pompe pour évacuer l'eau des trous profonds, après on verra. On s'est engagé et il est hors de question de repartir. D'ailleurs, pour faire quoi? J'ai 56 ans, plus de travail, plus d'argent et une famille à faire vivre. Alors même si c'est un rêve, on souhaite le continuer. Après la terre, la rivière. On tamise. Tout le monde tamise, petits et grands, de 7 à 77 ans et parfois plus. On recherche aussi dans l'eau avec un certain souci du détail. Des fois que ceux qui seraient passés avant auraient oublié ou pas vu. On ne peut pas distinguer les pierres sans les avoir poussées dans la rivière. Alors toute la terre est amenée ici et tamisée dans l'eau. Ça prend parfois des heures, mais c'est un métier de patience. Et puis, tamiser est moins fatigant que de creuser. On fait plusieurs voyages dans une journée pour ne rien trouver la plupart du temps. Mais on y croit. Croire, le leitmotiv des habitants de cette éphémère ville. Nicolas ne déroge pas à la règle et pour l'instant, il continue son rêve. À 450 km plus au nord,
tout se conjugue en vert et rouge, aux couleurs d'une douce mélancolie. Vert des rizières en terrasse qui sculptent le flanc des collines, rouge des villages et de la terre, trop souvent mise à nu par l'érosion. Nous sommes sur les hautes terres, en plein pays Betsileo. De cette région au sol fertile et au climat tempéré par l'altitude est née la nation malgache. Ici, une douceur et une sage retenue peuvent se lire sur tous les visages. La ville de Fianarantsoa, littéralement « où l'on apprend le bien », est le centre culturel et historique du Betsileo. Mais Fianarantsoa a une autre particularité. C'est un lieu de passage obligé pour rejoindre la côte Est par le train. C'est vers 7 heures que le train numéro 431 quitte la riche capitale provinciale du sud des Hautes-Terres pour rejoindre Manakar, 170 km plus bas sur la côte Est. Plus de 250 voyageurs l'empruntent 5 fois par semaine. L'unique locomotive, une BB 242 diesel, française, s'attache à tirer sans peine ses wagons. Il en va toujours ainsi à l'aller. Fianarantsoa étant à 1200 mètres d'altitude, la pente permet de charger 280 tonnes de fruits, légumes, volailles, outils, pétrole et autres qui seront disséminés à chaque arrêt. Le retour présente un tout autre problème. La machine, datant des années 70, fatigue un peu. Les 3 wagons de voyageurs sont plus vieux encore, mais tout le monde s'en accommode. La côte Est est bercée par des odeurs mêlées de flibuste et de cannelle. Sur ce littoral, rien ne manque à la panoplie d'une terre d'aventure éloignée sous les tropiques. Une forêt vierge d'une extrême densité, une mer superbe, capricieuse et omniprésente, battue en permanence par les alizés. C'est peut-être la partie la plus excitante et la plus sauvage de la grande île, en tout cas certainement la région la moins connue, à l'image d'une de ses principales villes, Mananjari. Une cité qui aurait été fondée difficilement au XVe siècle. Dans la rue principale de la ville circulent des pousse-pousse bleus et verts, rouges et jaunes, dont les plaques d'immatriculation sont surmontées de devises telles que « À toi toujours » ou « L'homme est maître de son destin ». Ces derniers transportent hommes, femmes et enfants, mais aussi vanille, café et poivre, tout ce qui fait la richesse agricole de la région. Mananjari est aussi le début des Pangalan, un canal artificiel construit du temps de la présence française. Le projet initial prévoyait, à la fin des années 40, 665 km de voies d'eau ininterrompues, mélangeant lacs, lagunes, cours d'eau naturels et canaux artificiels. Un moyen efficace pour créer un axe d'échange plus accessible que l'océan tumultueux et capricieux. Aujourd'hui, le canal est navigable sur une portion, mais les réalisations n'ont jamais été à la hauteur des ambitions. Il en résulte un endroit entre terre et mer où l'eau règne en maître. Une succession de lacs immenses, de boulevards liquides et de canaux étroits, vivant au rythme des pirogues. Andranomaïtsi, village d'un millier d'âmes, se trouve sur une des rives du canal des Pangalan. En ce lieu, on mélange habilement pêche et culture du riz. Le riz joue un rôle fondamental dans la vie des Malgaches. Il constitue l'essentiel de la nourriture et, sans rentrer dans les détails, son capital culturel et symbolique est aussi important que son capital économique. Actuellement, les villageois sont dans ce qu'ils appellent une période de transition. La première récolte vient de s'achever et il faudra bientôt replanter la seconde. Mais le village n'est pas pour autant inactif. La très lucrative vannerie bat son plein. La confection d'objets en fibres végétales constitue l'une des richesses de l'artisanat malgache. Cette activité est réservée aux femmes. Il y a la fabrication, bien sûr, mais aussi la préparation de la matière première. Coupe de plantes, séchage au soleil, assouplissement et découpe de fibres en lamelles de paille de riz, de jonc et autres bambous.
Je m'appelle Judith, j'ai 19 ans. Tous les jours, on travaille de cette façon. Une fois par mois, on vend nos nattes sur le marché. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent frais. Argent frais, essentiel pour l'huile, le sel, les fruits, les tissus. Essentiel et surtout vital pour tout ce que l'on ne produit pas. On ne fait pas que tisser pendant l'intersaison. Avec ma sœur, on pêche tous les soirs. On pêche des tabou-tabou, ce sont des tout petits poissons. On les vend parfois. Mais je préfère tisser, car c'est une des activités qui ici rapporte le plus. Judith est inséparable de sa cadette Hermana, âgée de 17 ans. Ces deux jeunes filles ont arrêté l'école très tôt. Ce n'était pas vraiment un choix délibéré de leur part, mais après les petites classes, les cours ne sont plus dispensés dans le village. Et très jeunes, elles doivent s'atteler aux tâches ménagères et autres travaux des champs. Pour subvenir aux besoins de la famille, des bras supplémentaires ne sont pas un luxe. Les techniques de pêche, bien que rudimentaires, sont très efficaces. Après avoir saisi chaque extrémité du filet, on le tend et tout en avançant, on claque l'eau pour diriger le poisson entre ses mailles. Bien que minuscules, les tabou-tabou ne sont pas des alevins, mais des poissons adultes de petite taille que l'on ne trouve qu'en ces eaux. Pour le dîner, ils constitueront la base d'une sauce qui agrémentera le traditionnel plat de riz. Ainsi va la vie pour ces deux jeunes filles, intense en activité, mais aussi paisible et calme, à l'image d'un cadre encore fortement préservé. Un lieu où le spectre des pirates d'antan est encore présent. Là où, sur cette même façade chaude et humide, baigne maintenant la nonchalance d'une vie rurale. Un endroit où le temps s'est depuis longtemps arrêté et où la douceur de vivre évoque davantage l'Asie du Sud-Est que l'Afrique noire. Mais quelle que soit la région, la richesse du pays réside dans sa nature et la gentillesse du peuple malgache. Madagascar ne se visite pas. C'est une île qui se découvre au rythme de ses propres coups de cœur.